Résumé des histoires, prédictions. Tu connais mieux. Salut. Bon matin, bonjour ou bonsoir tout le monde et bienvenue à ce 96e épisode des Sommeliers de la lutte. Cette semaine à l'épisode, on fait un preview, un résumé des histoires ainsi que nos prédictions pour le pay-per-view de la WWE Survivor Series Wargame 2024. Et comme vous le voyez, si vous êtes sur YouTube, si vous êtes à l'audio, vous pouvez venir nous rejoindre sur YouTube si vous voulez voir des images. Je suis en compagnie de la reine des prédictions, Mademoiselle Elisabeth Picard. Comment ça va, Élie? Ça va bien, Max. Très contente d'être là. Survivor Series, j'ai l'impression que ça va être un potentiel de très bon pay-per-view. Autant au niveau des matchs Wargames que les 3 matchs de championnat qu'il y a sur la carte. Je suis vraiment excité, honnêtement. Des grosses histoires qu'on va pouvoir parler dans les prochaines minutes. Alors, yes, merci de l'invitation pour ce preview prédiction. Gros merci à toi d'être là. Sinon, qu'est-ce qui se passe de bon dans ta vie? Écoute, ça va bien tranquille. J'avais parlé il y a quelques semaines que je débute un nouvel emploi au casino, donc à la zone. Je débute cette semaine, en fait, ma formation. Donc, j'ai bien hâte de pouvoir être sur la scène de la zone du casino de Montréal et divertir les gens. Donc, voilà, c'est ça qui se passe. Pas mal occupé avec ça. Parfait, écoute. Moi de mon bord, dans le jus, mes amis, parce que je suis retourné au travail. Fait que là, je ne suis plus un papa à temps plein. Je suis rendu encore un papa à temps plein, mais là, moins de temps pour faire les jobs de papa, vu qu'il faut que je travaille également. Fait que là, se retaper le trafic, retourner à Montréal, ces différentes choses-là, ça gruge plein du temps. Et ça gruge également du temps dans ce que je peux mettre dans la lutte, dans le temps, tout ça. Donc, soyez indulgents. Les épisodes sortent quand je peux, quand je termine les montages. Je suis rendu tout seul à faire le tout. Mais je vais être dans les 2-3 prochains jours à Québec pour le bal du maire de Québec. Donc, c'est un événement philanthropique qui ramasse des fonds pour la santé mentale des jeunes de la province, particulièrement des gens qui sont dans l'est du Québec. Donc, je travaille là-dessus quand même intensément. Fait que j'ai quand même une équipe qui m'accompagne, mais je suis revenu dans un rush événementiel. Donc, c'est assez intense, mais il n'y a pas beaucoup de dodo. Fait que hâte d'être comme Roman Reigns et pouvoir aller faire des dodos pendant quelques mois. Mais ça risque de partir un petit bout. Donc, ça va ça de mon côté. Et justement, parlant de commentaires, il y a vous, ça s'est un peu stiné dans les commentaires du public, dans la construction qui arrivait à Survivor Series, parce qu'on ne savait pas ça allait être qui le 5e membre de l'équipe du OG Bloodline. Donc, on a Pierre-Paul qui ouvre le bal, qui dirait, lui, il donnerait tout son argent pour revoir une partie du Shield réunie en même temps que le OG Bloodline, en faisant référence évidemment à Seth Rollins, qu'on télégraphiait un petit peu vers cette place-là. Ensuite, on a Johnny Play, qui était justement là, dans le dernier épisode du review de Full Gear, qui dit que lui, il avait l'impression que ça allait être Cody, le 5e membre du OG, puisque ça allait être la 3e fois que Roman sera aidé de Cody pour battre la nouvelle Bloodline. Puis, référence un peu... tu mentionnais la référence à The Rock quand il est arrivé, puis il a fait 1, 2, 3. Fait que, est-ce que c'est la fin du Bloodline de cette manière-là? Et moi, j'y ai été d'une prédiction plus audacieuse au moment d'écrire cette prédiction-là. Parce que ça fait quand même une semaine ou plus avant qu'on ait eu la surprise. Et moi, je disais que ça allait être probablement un client de Paul Heyman et que Paul Heyman allait ramener ça et que j'avais callé CM Punk. Et ça s'est avéré que c'était effectivement CM Punk quelques jours plus tard. Fait que mon pif de sommelier qui suit la lutte, m'a servi. C'est bravo. Moi aussi, j'étais dans le bateau pour ce scénario-là. J'avais peur parce que, tu sais, pourquoi il ferait plaisir à tout le monde avec l'affaire qui ferait popper plus les gens quand ils peuvent ne pas le faire, tu sais. J'ai eu peur pendant quelques instants que ce soit peut-être Brock Lesnar, vienne. Ça aurait pu.
tout a bien été fait avec le retour de Heyman, surprise, et CM Punk. Exact. Et je trouve que La faveur qu'il doit à Paul Heyman, on va en parler un peu plus là, dans l'histoire, mais Ouais. c'est ça, tout est dans tout dans cette histoire-là. C'est Exactement. parfait. Puis je trouve que c'est l'histoire qui permet d'ouvrir également le plus de branches dans les possibilités qu'est-ce qui peut arriver à l'intérieur de ce match-là. Fait qu'on va y Exactement. revenir quand on sera dans les prédictions du match en tant que tel. Fait que, écoute, comme quoi, hein, faut pas toujours écouter les rumeurs ou les dirt sheets, puis des fois, il faut juste se concentrer sur le produit, dans la logique. Et j'ai l'impression que, contrairement à la All Elite Wrestling, Paul Lévesque, il aime ça. Il aime ça, mettre des choses en place à long terme et suivre la logique de tout Définitivement. ce qui se voit à l'écran. Donc, je pense qu'il va falloir être beaucoup plus près du produit qui se passe à la télé plutôt que ce qu'on entend dans les dirt sheets parce que j'ai l'impression qu'il nous attend tout le temps dans le détour avec une surprise, Monsieur Lévesque. Et ça en était un bon exemple. Ça a pas pris beaucoup de gens. Et justement, pendant que je t'ai, et toi, comment as-tu trouvé, petite parenthèse, All Elite Wrestling, comment as-tu trouvé Full Gear? C'est oui. passé samedi dernier. Ben oui, écoute, Full Gear, on a un peu parlé hors d'onde, mais j'ai trouvé que c'était, en termes de lutte, un excellent pay-per-view. Là. C'était très bon, là, beaucoup de qualité dans les matchs. Moi, j'ai adoré fortement, personnellement, le match entre Chris Statlander et Mercedes Moné. Meilleur match des deux filles depuis qu'ils sont à la All Elite. Vraiment, match Will Ospreay, Carl Fletcher avec un finish très clair, un win très clair pour Carl Fletcher après un excellent match. Pas eu de tricherie du côté de Don Callis, pas eu de tricherie non plus pour Takeshita qui a gagné clean contre Ricochet. Donc, c'est un pay-per-view très heel. Hein? Moi, quand je faisais mes prédictions, j'avais comme peur que justement, j'étais comme j'ai bien trop de heel qui gagnent. Là. Il doit y avoir sûrement un face à quelque part. Là. D'ailleurs, j'ai changé ma réponse pour Ricochet à cause de ça, parce que je voulais un peu égaliser, mais finalement, non. Je me suis trompé, j'aurais dû y aller avec Takeshita. Et ben moi, l'after du main event, je suis très perplexe avec ce qui s'est passé. Là, Jay White, Hangman Page, Christian Cage, c'est un peu flou pourquoi ils sont venus intervenir. Après ça, l'accident de char de Darby Allin, les Death Riders qui volent un char pour s'en aller. Et... De manière très efficace, hein? La première clé qu'ils ont pris, c'était la bonne. Il était là, il était direct devant eux. Ben, il y avait un mur de clés, puis on fait la première clé, let's go, on l'essaye. Écoute, à Fort Boyard, il scorerait fort, Claudio Castagnoli. Fait que non, j'ai hâte de voir la suite, mais ça filait pas comme un finish de pay-per-view. Ben, c'est très story-driven présentement, puis écoute, je pense que c'est quand même le pay-per-view qui a... que ça l'a terminé, on dirait, avec moins de questions que de comme on dirait, moi, de la manière que je l'ai interprété, on a un peu mis la table sur ce qui allait se passer dans les 2-3 prochains mois avec les différents membres. Et là, comme plusieurs choses à la All Elite Wrestling, je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de logique pour arriver à ça. Mais j'ai l'impression que c'est comme ça que Tony écrit. Donc, tu sais, l'enchaînement qu'il y a eu, Hangman, Jay White, Christian, j'ai l'impression que tous ces gens-là seront dans l'histoire des prochains mois. Et il y aura une certaine logique parce que tous ces gens-là sont arrivés au finish de Full Gear. Mais pourquoi tous ces gens-là tournent autour? On en a parlé avec les boys. Eux, de leur côté, ils aiment ça. Ils aiment voir que le produit par en avant, il va être bon. Puis moi, j'ai toujours des petites réticences à la logique de comment on arrive à ces endroits-là. Et évidemment, probablement que Darby Allin sera la fin réelle de cette histoire-là. Ça sera pour quand? Dans 6 mois? À All In, peut-être? Je sais pas. Mais je pense qu'on s'enligne assurément vers Darby Allin, qui sera le dernier chapitre à cette histoire-là. Ça met un petit peu un clou dans le cercueil aussi à est-ce qu'il y a un leader ou pas. C'est quand on avait jasé dans le preview, j'étais comme j'ai l'impression qu'il y en a. Beaucoup, hein? J'ai l'impression qu'il n'y en aura pas. C'était une de mes impressions qu'on allait être déçu, puis ça allait juste être John Moxley. J'ai l'impression que ça va être ça. On n'aura pas de leader secret, d'après moi, parce qu'on a zéro. Je préfère me dire que justement, c'est ça va être John Moxley. Puis au pire, s'il y a un changement, il se passe de quoi,
on sera surpris puis on réagira à ce moment-là. Ouais, mais avec ce qui s'est passé à la fin, j'ai l'impression qu'on est juste. C'est John Moxley qui décide de péter à gueule à tout le monde pour tenter de les rehausser. Et c'est un peu également, tu sais, ce que je dis, j'ai l'impression que l'histoire, comment qu'elle s'écrit, tout le monde qui va passer par John Moxley, ça serait intéressant à suivre si Orange fera partie, mais on a Private Party qui sont fait un petit peu détruits par le Death Riders dès le départ, à coups de marteau ses mains, et qui ont apporté la ceinture quelques semaines plus tard. Donc est-ce que ça annonce quelque chose de bon du côté d'Orange Cassidy pour les prochaines semaines, vu qu'il s'est fait détruire par les Death Riders? C'est peut-être l'histoire à part en avant qu'on veut raconter, que tout le monde qui se fait passer sur le corps rehausse son jeu grâce aux Death Riders. Fait que c'est comme une bonne chose. Écoute, j'essaie de faire du sens avec tout ça. J'ai l'impression que c'est peut-être ça que Tony Khan veut faire. Mais encore une fois, le début de cette histoire-là, je la comprends pas avec Brian puis les raisons du clan. Mais bon, que veux-tu, c'est la vie. Et au final, ben, la lutte au moins était bonne pour ce pay-per-view-là dans la plupart des cas. Fait que, ouais, allez écouter. Écoutez, puis présentement, je veux dire, suite au pay-per-view, j'ai beaucoup de hype pour la classique continentale parce que là, en fin de semaine, on nous a dévoilé les deux ligues, les deux groupes pour le tournoi. Donc, dans la Ligue bleue, Shelton Benjamin, Mark Briscoe, Carl Fletcher, Daniel Garcia, The Beast Mortos et le champion continental Kazuchika Okada. Ouais. Dans le groupe Gold, Darby Allin, Claudio Castagnoli, Brody King, Will Ospreay, Ricochet et Juice Robinson. Donc, un très beau line-up. Quand même, ouais. Très beau line-up. Il va y avoir des très beaux match-ups. Ça commence là, dès ce soir qu'on enregistre. Dès hier, mais nous, on ne l'a pas encore vu. Ouais, c'est donc, ça. Dès le 27 novembre. Très hype. Ouais. Ça va être... Puis je pense que c'est le format aussi qui va le mieux à la All Elite Wrestling. Tu sais, un espèce de calendrier qu'on sait que tout le monde va se prendre contre tout le monde. Puis je trouve dans le format, on n'a pas beaucoup besoin de raconter d'histoire. On est plus dans un format sportif avec la Continentale. Et je pense que c'est ça qui fait le plus de sens parce que des fois, quand on commence à écrire des histoires, c'est un peu plus... C'est ça, c'est moins fluide la WWE. Ouais. Et justement, parlant de WWE, ben, on va commencer ce preview. Oui. Mais avant toute chose, il faut faire le classique. Qui le fait mieux? Qui le fait mieux? Qui le fait mieux? Qui le fait mieux? Yeah. Alors, aujourd'hui, c'est moi qui ai une idée pour le qui fait mieux, thématique du pay-per-view Survivor Series. Le pay-per-view Survivor Series est probablement le pay-per-view qui a le plus évolué à travers les années depuis son inception en 87 en termes de qui est le concept général autour du pay-per-view. Donc, ça m'a inspiré ce qu'il fait mieux. Qu'il fait mieux être le concept du pay-per-view Survivor Series. Donc, on a le classique match Survivor Series élimination. Par la suite, on a eu une espèce de feud entre Raw et SmackDown, qui étaient autant des matchs à élimination que des matchs champion contre champion. Et maintenant, le concept, ben, c'est les War Games, autant féminins que masculins, qui sont présentés. Là, deux gangs qui ne s'aiment pas et qui se tapent la gueule dans deux cages avec plein d'armes bien souvent. Et c'est ça. Donc, qui le fait mieux entre ces trois concepts de Survivor Series? Max, dis-nous. Écoute, moi je vais être puriste un petit peu dans ma manière de voir les choses parce que je trouve le Survivor Elimination match est quand même efficace pour raconter des histoires, pour voir les dynamiques et c'est toujours le fun aussi de voir qui va survivre au match. Là, du côté des gagnants, est-ce qu'il y aura seulement un survivant, deux survivants? On a eu différents modèles. Peut-être qu'on était tanné de la formule et qu'on a tenté d'amener d'autres types de matchs dans ce sens-là. Ramener les Wargames de la WCW, c'est une manière de le faire. J'avoue que, est-ce que d'alterner peut-être un petit peu plus, on est très dans le Wargame dans les dernières années, mais si éventuellement on voudrait alterner. Par exemple, on aurait pu, je pense que le Wargame se prête bien à l'histoire du Bloodline, mais peut-être qu'on aurait pu faire un Survivor Elimination match du côté des madames. Donc, au lieu d'en avoir deux dans le même pay-per-view, peut-être d'alterner dans le même pour avoir un peu plus de variété. Et sinon, des trois, j'aimais un petit peu moins les affrontements, un contre champion de chacune des brands.
il y avait comme soit Night of the Champion qui avait ça, que je trouve qu'il se prêtait mieux à cette formule-là, ou de jouer un Brag and Right qui est un peu aussi dans le même style. Donc, je pense moins du côté de Survivor Series. Pour moi, le match de survivants, j'aime bien. Mais je vais quand même rajouter un petit bonus, un petit troisième, qui peut-être arrivera dans le futur, parce que les Wargames, on l'a testé à NXT. Et présentement, à NXT, on teste une nouvelle formule qui est un peu le Survivor's Ironman match avec un système de pointage, un système de pin avec un temps limité. J'haïs pas ça. Quand je l'écoute à NXT, je trouve qu'il y a quand même beaucoup de potentiel pour des matchs solo. C'est moins équipe, on s'entend, mais j'aime bien le concept et peut-être qu'éventuellement, on l'amènera parce qu'on a testé les Wargames en premier lieu lors de NXT et on l'a amené par la suite en haut. Et présentement, ce nouveau concept-là de match, je l'aime bien à NXT, puis j'espère peut-être avoir une version en haut qui pourrait être intéressante et qui cadrerait bien également dans le Survivor Series. Fait que mettons, pour les trois chats, moi je vais y aller avec le Survivor's Elimination Match. Toi, de ton côté? Tout à fait. Ben écoute, moi de mon côté, je vais y aller avec les War Games parce que je me suis pas encore lassé du concept d'avoir les War Games dans Survivor Series. Là. Justement, concept Raw contre SmackDown, je me suis lassé assez rapidement. Ça revenait pas mal tout le temps au même. Tu sais, c'était pas. Moins d'impact long terme Exactement. qu'un truc comme les histoires. C'était juste ça. Ils Une fois que le show finissait, ça finissait, cette histoire. Il nous faisait croire que c'est la seule fois de l'année que Raw et SmackDown, ça y est, vont head-to-head. Puis là, tu as des angles d'invasion. Puis là, mais c'est juste pendant une bulle de 4-5 semaines que ça arrive. C'est ça, oups, on oublie tout. On rentre avec nos gilets, notre brand. Exactement. Fait que, non, le War Games, que j'avais bien adoré dès que ça a été ramené à NXT. Je trouve que sur le main roster, ils font très bien le travail. Ils réussissent à nous builder des guerres de gang qui se peuvent. Il y a une raison pourquoi on se rend jusqu'au War Games. Justement, le match présentement entre les deux Bloodlines, on l'a vu venir depuis longtemps, mais justement, c'est parce que la construction est logique et va vers cette espèce de match-là. On parle souvent un match de cage, un match de LNSL. Il faut qu'il y ait une raison de se rendre à ça. Même chose pour le War Games. Donc, j'ai hâte de voir. Puis même du côté du match féminin, on va voir, là, il y a beaucoup d'histoires qui se construisent parmi tout ça. Fait que, non, je trouve ça bien qu'on puisse réussir à beaucoup builder des histoires autour du War Games. Puis ça fonctionne d'une meilleure manière que, disons, le Raw contre SmackDown où les matchs à élimination, que genre on est une équipe un soir avec un nom. Il y avait souvent des noms là, dans le début des Survivor Series, là, des noms qui n'avaient pas rapport, que c'était juste genre un nom d'une équipe d'un soir, mais c'est quand même bien pour le temps que c'était, mais c'est ça, je préfère vraiment le War Games. Parfait. Et dites-nous, vous, dans les commentaires, quelle version de Survivor Series aimeriez-vous ou aimez-vous présentement, ou si, comme moi, ce qui se passe à NXT, ça vous intrigue et vous aimeriez avoir une version de tout ça en haut, puis nous le dire dans les commentaires. Puis c'est quoi votre meilleur Survivor Series match? Vous pouvez aussi me dire ça en bas. Et on va y aller avec le preview, le résumé d'histoire et nos prédictions pour Survivor Series Wargame. Et on va commencer ça avec un match solo pour la ceinture des États-Unis. Alors, c'est LA Knight qui est le champion, qui va affronter Shinsuke Nakamura, qui est de retour un peu... nouveau style à la look... non, à la Anakin Skywalker. Un peu, mais c'est comme un prolongement de son ancien look de méchant, un peu de la triade, là, tu sais. Fait que là, il est un petit peu plus fancy, un petit peu plus fantastique dans sa manière Avant, il était plus ancré dans quelque chose de réel. Là. On sent qu'avec le maquillage, avec le côté un peu lugubre, il a plus l'air d'un truc de jeu vidéo. Là, tu sais. Puis je trouve que ça y va bien, surtout avec les vignettes, avec les gros sous-titres. Là. C'est un angle. On a probablement parlé là, dans le passé quand ils nous ont ramené ça, mais je trouve que c'est la meilleure version de Nakamura que j'ai vue en haut. Donc, c'est très efficace, je trouve, comme manière. Et la construction du match, écoute, c'est un peu un classique. Hein? On a des matchs de LA Knight qui arrivent et à la fin, ben, Nakamura apparaît et vient faire un beatdown. Et là, à un moment donné, à force de venir
quelqu'un officialise le match entre les deux. Fait que le méchant qui vient intervenir dans les différents matchs du gentil. Et on va leur faire un match entre les deux. Toutes autres choses, sinon, tout dans la résumé de l'histoire, c'est pas mal ça. Il n'y a pas vraiment eu de rencontre. Pas mal été ça. C'est ça, il est juste revenu de nulle part alors que LA Knight était dans une espèce de semi-feud avec un peu Carmelo Hayes, un peu Andrade, un peu Santos Escobar. Mais là, on shoehorn Nakamura là-dedans pour avoir quelqu'un de différent qui va se battre contre LA Knight. C'est un bon challenger, c'est un excellent lutteur, Shinsuke. Mais bon, pour ma prédiction, je vois pas LA Knight perdre le titre maintenant. Je trouve qu'il est beaucoup trop over comme champion pour perdre aussi vite. Ça fait depuis SummerSlam? Bon, quelques mois, mais non, c'est pas pour tout de suite. Pas pour tout de suite. Écoute, relativement d'accord avec toi. Je pense que je vais y aller également avec LA Knight. Shinsuke Nakamura, je sais pas ce qu'on veut faire avec son personnage. Je pense, tu sais, il est rendu quand même d'un certain âge, là, Shinsuke, fait qu'il est peut-être plus dans le mode, grinder, puis faire toutes les house shows au monde, puis être sur la route 300 jours sur 365 jours. Là. Il est peut-être dans un moment, j'aimerais savoir un horaire allégé. Et si c'est le cas, évidemment, on ne connaît pas les contrats ou ce qui se dit backstage, mais si c'est le cas, je trouve que ça y va bien comme personnage, parce que arriver comme ça, je trouve qu'il est très legit comme contender. Puis il peut repartir tout de suite après, reprendre une petite pause, revenir par exemple au Royal Rumble comme un nouveau personnage, faire un petit run jusqu'à Mania et permettre d'être utilisé comme ça, comme un espèce de heel mid-card qui sert aux gentils à s'élever plus haut. Et il y a une lutte qui est intéressante également et avec ces différentes vignettes présentement, je trouve que ça y va bien. Il y a tout le temps une genre de raison d'haïr les personnes qui essentiellement c'est genre t'es pas bon, t'es pas assez bon, puis moi je vais te montrer, je vais faire sortir le meilleur de toi. Ça ressemble un peu à ça, tu sais, ce qu'il dit. Fait que, on va voir, parce que arriver comme un cheveu sur la soupe comme ça, je vois mal enlever la ceinture à LA Knight qui est quand même là de manière constante là, depuis un bon 6, même un an. Là, vraiment, jamais eu de blessure encore d'LA Knight, fait que ça serait bizarre d'y enlever la ceinture de cette manière-là. Fait que, on va y aller avec Shinsuke Nakamura aussi, de mon côté. Et comme toujours, vous pouvez répondre au questionnaire qui est des sommeliers pour nous dire, vous, qui vous voyez remporter ce match-là. Il est juste dans la description du vidéo ou peu importe où vous écoutez, allez dans la description et il va y avoir le lien vers le questionnaire. Prochain match, on a justement le Wargame du côté des madames. Donc, l'équipe des gentilles, Rhea Ripley, Bianca Belair, Naomi, Io Sky. Et c'était supposé être Jade Cargill, mais quelqu'un l'a attaqué, l'a pitché sur un char. Et c'est maintenant Bayley qui prend sa place. Et ils vont affronter le Judgment Day, Liv Morgan, Raquel Rodriguez, qui sont mis en équipe avec les anciennes ennemies un peu de Liv Morgan et Raquel Rodriguez, Nia Jax, Tiffany Stratton, et Candice LeRae qui a intégré un peu ce duo-là de Tiffany et Nia. Donc, écoute, la construction du match, c'est celle que je vais être non, c'est quand même simple aussi, LA Knight Nakamura. Celle-là, je trouve, est un tantinet tiré par les cheveux. Je pense qu'il y a beaucoup de trucs à l'intérieur du match pour avancer. Comme le match va être intéressant au niveau du storyline, mais pourquoi les gentils se mettent en équipe et pourquoi les méchantes se mettent en équipe, c'est là que je trouve que c'est un petit peu tiré par les cheveux. C'est vraiment juste toutes les gentilles contre toutes les méchantes parce qu'on ressort du pay-per-view où on a eu un affrontement Liv contre Nia. Exactement, les deux championnes qui sont affrontées à Crown Jewel. Et puis que, tu sais, ils s'aimaient pas, là. Ils se détestaient pas mal. Il y avait des cadres de je vais cacher sur toi. Donc, est-ce que cette. Puis là, on dirait qu'on a mis ça de côté. Je pense qu'on va le ramener à l'intérieur du match, ces tensions-là. Mais depuis le début de la construction, on les met de côté, les tensions. On les met pas vraiment de l'avant. Et de l'autre côté, un peu la même chose. Et là, le meilleur exemple, c'est Io et Bayley, qui, il y a à peine 6 mois, s'affrontaient pour un match de ceinture. Pour un gros build-up qui est parti de Royal Rumble jusqu'à WrestleMania. Et là, on est dans la même équipe, on est redevenus amis. On a de voir si on va nous mettre de l'avant ces tensions-là. Et évidemment, qui a attaqué Jade Cargill? Ça pourrait être une question également. Est-ce que vous pensez que c'est quelqu'un qui est dans le match qui a attaqué Jade Cargill? Est-ce qu'il y aura un turn? Parce qu'il y a quand même beaucoup de potentiel à turn dans cette... dans des deux côtés, là, Tiffany pourrait tourner de l'autre bord, Liv pourrait tourner contre son équipe,
De l'autre côté, ben, peut-être que Bailey et Io, ça marchera pas. Peut-être Bianca va prendre. Va être contre quelqu'un. Peut-être Rhea, tu sais, à part être la personne dominante, ben, elle n'a pas vraiment d'amis autre que ça dans cette équipe-là. Et moi, ma petite prédiction, l'impression que Bailey est peut-être la personne responsable de Jade Cargill. Puis qu'elle a été ajoutée pour la remplacer. Est-ce que c'est une manière d'intégrer cette équipe-là et venir, je sais pas, concrétiser un heel turn quelconque? C'est quand même rapide si c'est le cas, parce qu'on l'a même pas gardé un an comme gentil. Mais son ajout me laisse perplexe. Je trouve. Peut-être c'est juste pour qu'on se trouve une gentille, puis Jade est blessé, puis il fallait qu'on trouve qu'il y a une remplaçante de dernière minute. Mais j'ai l'impression qu'on va vouloir le justifier au niveau de la storyline, tout ça. Fait que toi, qui as-tu et dans la construction, comment t'as trouvé ça? Oui, ben écoute, je vais y aller ailleurs pour. Ben, premièrement, je pense pas qu'on va savoir au pay-per-view qui a attaqué Jade Cargill. Je pense que ça va faire partie d'une histoire plus à long terme. D'ailleurs, je dis à ceux qui ne savent pas, Jade Cargill est vraiment blessée. Là. On ne sait pas encore quand elle va pouvoir revenir et je pense que c'est ça qui va jouer beaucoup dans l'histoire, puisque je suis convaincu qu'à long terme, on build vers Bianca Belair contre Jade Cargill et oui, on va penser peut-être que c'était Bailey pendant quelques semaines qui avait attaqué Jade, mais je crois que le reveal éventuellement va être que c'est Bianca Belair qui a attaqué Jade Cargill. C'était pendant son match, fait que ça va être. Je sais pas comment elle pourrait avoir fait ça. Ils l'ont trouvé pendant son match. Ouais. Ils l'ont trouvé, puis elle a comme hésité à est-ce que je reste là ou je m'en vais en arrière. Moi, j'aimerais ça qu'il aille vers ça. Quelque chose d'autre aussi que j'aimerais qu'il aille vers, c'est quelque chose qui n'a jamais été vu. Ça serait un cash-in pendant un War Games. Les deux championnes sont là. Tu peux aller d'un bord ou de l'autre. C'est sûr qu'on préférerait que Tiffany Stratton cash-in sur Nia Jax. Mais là, justement, dans l'histoire, là, ils sont redevenus plus amis. Là. Il n'y a plus tant de tension de je vais-tu cash-in, je vais-tu pas cash-in. On est vraiment dans le heel contre face pour le War Games match. Ouais. Et c'est peut-être un misdirection. Des fois, ils veulent faire que tout est beau dans le meilleur des mondes, mais pour qu'il y ait plus de surprises lors du cash-in. Parce qu'effectivement, comment ça fonctionne s'il y a un cash-in dans un War Game? Je sais pas, tu sais. C'est any place, anytime, n'importe où, n'importe quand. Mais c'est un deuxième match qui vient. Pendant un match, puis avoir un match à l'intérieur. Non, mais imagine, Tiffany cash-in, là, elle pin tout de suite la championne de son choix, puis elle fait juste se sauver avec la ceinture, puis le match continue, par exemple. Ben, ça serait très intéressant de le faire. Écoute, est-ce que ça... En tout cas, j'ai hâte de voir. Si on le fait vraiment comme ça, en plein milieu de match, ça va être difficile pour la foule de rester, si on veut, intéressé par ce qui va suivre, parce que c'est tellement big ce qui vient de se passer dans le milieu du match. Donc, il va falloir que les filles qui restent, soit que le match se termine pas longtemps après ça, ou qu'il y ait vraiment des spots incroyables pour que les gens restent. Parce que tu vas vouloir en parler avec les gens autour de toi. Ce que tu viens de vivre. Fait que ça va être comme un peu dérangeant. Fait que j'ai hâte de voir, oui. Ça serait ultra intéressant, cependant. Ça pourrait être après le match aussi, pour rendre ça un peu plus sympa à comprendre. Mais non, ça, je crois qu'en fait, pour la prédiction du match, ça va être les Babyface qui vont gagner parce que justement, ils risquent d'avoir une distension à l'intérieur du groupe des Heels. Donc, un pin, peut-être Bailey va faire gagner l'équipe, puis là, tout le monde va être content. Tout le monde va être content. Éventuellement, ça va faire que peut-être que Bianca va se mettre à faire semblant que c'est Bailey qui a attaqué Jade juste avant le reveal, que ce serait Bianca éventuellement. En tout cas, je sais pas. Mais c'est pas mal sûr que les Faces gagnent de mon côté. J'ai hâte de voir Dashing Rhea Ripley dans ce Rhea Ripley, Cody Rhodes à cause du masque. J'ai hâte de voir à quel point elle est capable, parce que crime, on s'entend là, c'est briser l'orbite du nez, puis la première affaire qu'on l'a vu faire, c'est un headbutt en revenant, tu sais, fait que non, j'ai hâte de voir comment le match va se dérouler. D'habitude, le War Games des femmes est toujours très impressionnant, donc
Ouais, Ah et bon? on a, c'est ça, tu sais, on a à peine parlé dans le retour, mais oui, quand même, un espèce de retour surprise de Rhea Ripley qui revient blessé. Bon, ça s'est déjà vu, peut se faire également avec ce type de blessure-là parce que les matchs sont quand même, les masques sont quand même rigides, donc ça permet de bien protéger. Euh, Est-ce que, tu sais, moi, mettons, au niveau du in-ring, là, moi, les trucs que je regarde, un gros spot de Io Sky parce qu'elle nous a habitués dans les différents matchs à NXT, entre autres, à faire un spot avec une poubelle qui se pitch Ouais. de. C'est c'est elle qui elle a participé à tous les Wargame matchs depuis le début. Ouais. Et fait que je m'attends à un spot créatif original du côté d'Io Sky que j'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va être. Du côté des dames, des méchantes, je vais y aller avec Candice LeRae parce que Tabarouette, c'est enfin une occasion d'avoir la Candice LeRae de la scène indépendante qui saigne peut-être, qui est amochée puis qui nous sort un match. J'espère qu'on va la laisser être dans un côté plus violent comme on l'a jamais vu faire à la WWE, mais comme elle a déjà fait beaucoup sur la scène indépendante. Fait que s'il y a quelqu'un qui pourrait shiner, voler le show du côté des méchants, façon Candice LeRae, au niveau in-ring, elle est bonne. Puis si on commence à mettre du sang dans l'histoire, ça pourrait avoir un gros impact. Et écoute, je pense pas que ça va se rendre jusqu'à un moment de même à la Becky Lynch. Mais si les gens, pour la première fois, la voient dans cette lumière-là, ça pourrait peut-être décoller quelque chose avec une run plus crédible. Parce qu'on s'entend, depuis qu'elle est là, elle sert de jobbers, puis elle accompagne un peu plus les nouvelles, mais de la mettre en haut de la carte, puis être légitime, Ouais. ça pourrait être une manière de le faire. Fait que c'est les deux personnes que j'attends le plus ou que j'ai hâte de voir comment on va les construire. Évidemment, Tiffany Stratton avec sa valise, ça pourrait vraiment être intéressant que tout ça arrive. Comme toi, je vais y aller avec les gentils qui remportent, puisque j'ai l'impression que beaucoup de méchants en tout cas, si je ne fais pas gagner les gentils à ce moment-là, on va tomber dans un effet de. Il y a pas mal de méchants qui vont gagner cette carte-là. Fait qu'il faut qu'à un moment donné, les gens soient contents du gagnant ou des gagnantes dans ce cas-ci. Fait que je vais y aller avec les gentils. Moi aussi, vous pouvez nous le dire, vous, qui vous mettez dans le questionnaire. C'est toujours plaisir de vous lire. Prochain match. Écoute, je suis très content, moi, de ce match-là. Braun Breaker, qui est champion intercontinental, contre Sheamus et Ludwig Kaiser, parce que il y a quelques semaines, dans une dégustation de la semaine, j'avais souligné le travail vraiment efficace de Ludwig Kaiser comme jobber pour remettre de l'avant ses adversaires. Et tabarouette, I guess qu'il y a quelqu'un qui a vu la même chose que moi en coulisses et qui a dit « Hey, ce gars-là, il est bon in ring, puis on va le mettre dans une run. » Tu sais, je pense pas qu'il va le gagner, mais juste d'être mis dans le mix et de la manière également qu'il a été mis dans le mix, je le trouve efficace. Il s'est mis à attaquer Braun Breaker. Là, Breaker est tellement rendu tweener, surtout dans la dynamique qu'on a. On a le Claire Hill qui est Ludwig, le tweener qui est Breaker, puis le gentil qui est Sheamus. Fait un match à 3 que j'ai l'impression pourrait voler le show parce que Ludwig, il est vraiment bon in-ring, puis même au-delà du in-ring, pour raconter l'histoire, le storytelling à l'intérieur d'un match, il est efficace, il est très bon. Et là, le côté peut-être qui a un petit peu moins, c'est le niveau du rythme, puis de comme être dans un feu roulant de mouvement, même si c'est peut-être pas quelque chose que la WWE fait plus. Mais là, d'être mis dans un match à 3, ben, ça cache un peu cette petite faiblesse-là, qui est pas le lutteur le plus spectaculaire niveau spot, mais dans un match à 3, c'est pas grave, là, tu prends ton break, puis ensuite les autres font leur travail. Fait que j'ai l'impression que ce match-là pourrait être excellent, parce que Sheamus Breaker, on a vu la chimie, ça fonctionne, puis Ludwig Kaiser, avec Sheamus également, ça fonctionne, puis l'impression pourquoi ça fonctionnerait pas, Breaker puis Kaiser. Fait que, écoute, une histoire que j'ai vraiment, un classique, là, tout le monde s'attaque dans les matchs des autres, fait qu'un moment donné, le GM dit « Let's go, je vous mets les 3 dans le match ». Mais voilà. Je suis surpris d'avoir l'intégration de Ludwig Kaiser à ça. J'ai l'impression que c'est une manière de le récompenser. Puis de dire aux autres, vous voyez, même si vous êtes pas dans une position favorable sur la carte, si vous travaillez bien, il y a peut-être une récompense au bout de la ligne. Puis un match de pay-per-view, c'est une grosse récompense. Tu te dis, Cody Rhodes, il n'est même pas sur cette carte-là. Puis Ludwig, il a réussi à se faire sa place. Toi, comment tu vois ça, cette construction et ce match-là?
Ben écoute, premièrement, tu sais, à la question quel sera le match préféré d'Elisabeth, je risque de répondre le Wargame masculin, mais je risque de répondre ce match-là aussi, parce que j'ai vraiment l'impression que ce match-là pourrait voler le show, comme tu dis. C'est trois excellents workers pour la belt des workers. Écoute, j'ai vraiment l'impression qu'il y a un push pour Ludwig Kaiser qui s'en vient. Et vu que c'est un triple threat qui a été ajouté, je crois que ça pourrait être le moment. Ma prédiction est aller pour Kaiser. Ah ben ouais, Je sais que écoute, audacieux. c'est très audacieux comme choix, mais bon, on va en parler au match de Gunther, mais je vois Gunther gagner absolument aussi. Et je crois que la petite dynamique entre Gunther et Kaiser dans les dernières semaines, dans laquelle Gunther il a dit arrête de t'occuper de moi, occupe-toi de toi, tes affaires. Tu es capable, il y a un speech qui est pas passé dans l'oreille d'un sourd. Clairement, c'est pour ça que on a vu Kaiser intervenir dans le match de Breakker puis de Sheamus, puis se rajouter de facto dans cette rivalité-là. Et c'est pourquoi je pense vraiment que Ludwig Kaiser va voler la victoire dans ce triple threat-là. Écoute, ça serait une grosse surprise, c'est le cas. Il y a une partie de moi qui l'espère beaucoup. Écoute, de mon côté, je pense que je vais rester avec Breaker, que le champion remporte. Écoute, il est quand même encore over de la part de la foule. Je pense que c'est une variable que les gens en place regardent beaucoup. Et il manque un. Il y a beaucoup de champions méchants présentement. Fait que d'en rajouter un autre encore, surtout à Raw. À Raw, c'est beaucoup des champions méchants un peu plus. Fait que ça pourrait créer une dynamique intéressante, que tout le monde, toutes les belts soient du côté des méchants. Mais je vais la garder du côté d'un tweener. Fait que c'est pas un 100 pour. On s'entend, c'est pas un gentil Breaker, mais on dirait qu'il prend un peu ce rôle-là présentement. Fait que je vais rester avec Braun Breaker, mais j'ai l'impression que ça va être vraiment un excellent match. Sheamus, où il est rendu dans sa carrière, j'ai pas l'impression qu'il a besoin de la ceinture. Même si depuis qu'il est revenu, c'est banger after banger. Pour une fois qu'une catchphrase fonctionne bien avec ce que la personne dit. Il faut juste nous le rentrer dans la gorge. Elle fonctionne, il nous sort vraiment des bons matchs. Fait que, écoute, j'ai hâte de voir. Mais je suis comme content que tu dises ça parce que t'as plus souvent des bonnes prédictions que moi. Fait que je suis comme, yeah, j'espère que Ludwig va gagner. Je vais même rajouter, si cette prédiction-là se concrétise et que Breaker perd encore la belt, je verrais facilement Braun Breaker s'en aller contre Gunther. Mais oui, la dynamique serait là. Ouais. Puis on l'a un petit peu installé également dans des espèces de face-à-face backstage. C'était très bref, là, mais on a eu des face-à-face entre Gunther et Breaker. Fait que oui, la dynamique est effectivement déjà employée. Écoute, c'est pas que ça se peut pas. C'est que ça se peut vraiment et tous les pièces de puzzle sont là pour que ça l'arrive. Écoute, je vais être extrêmement surpris, mais agréablement surpris si ça l'arrive parce que je pense qu'il le mérite, Ludwig Kaiser. Et aussi, visuellement, ça serait beau d'avoir les deux qui arrivent avec leur ceinture là, pour le clan Imperium. Là, il y aurait de quoi de prestigieux un peu à ça. Et d'avoir que tout le monde ait une ceinture dans une équipe ou dans un clan, je trouve que ça look toujours. Donc, vous pouvez nous le dire. Vous êtes de quel côté? Ça peut être également du côté de Sheamus. On ne sait jamais. Sheamus qui n'a jamais gagné la Intercontinental. C'est peut-être le moment. C'est peut-être le moment également. Fait que, puis j'ai l'impression que Breaker est comme un peu aussi avec la perte rapide du titre. Il est peut-être sur un chemin un peu à la Charlotte Flair là, de gagner, perdre pour afin d'accumuler les petits règnes, les courts règnes. Donc ça pourrait évidemment se passer. Fait que, écoute, les trois, c'est le match qui est intéressant. C'est vraiment un match qui est super intéressant pour la lutte, mais également pour où ça va s'en aller par la suite. On va enchaîner ça justement avec l'autre ami de Ludwig Kaiser, le champion des poids lourds mondial, Gunther, qui fait un rematch de l'ancien champion, celui qui a défait lors de SummerSlam, Damien Priest, qui a réussi à puncher son ticket dans un match à 4 chemins où il a remporté ce match-là. Et depuis, on construit tranquillement pas vite l'histoire. On a une espèce de
de Gunther moins confiant depuis sa défaite face à Cody Rhodes. Même si c'était une espèce de défaite par roll-up, là, un peu surprise, on a quand même Gunther qui joue beaucoup le fait que sa confiance a été ébranlée. Et Priest a un peu joué sur ces cordes-là lors des promos avec lui en disant que il est dû pour perdre, puis qu'il est plus aussi dominant, puis il y a des doutes dans sa tête, et que lui va venir un peu le battre et reprendre son règne de champion là où il a laissé. On dirait que c'est on a tenté de rendre ça personnel. On dirait que je suis jamais embarqué, moi, du côté c'est personnel entre les deux. Même si c'est ce qu'on nous a vendu. On a quand même eu des beaux spots. Écoute, je sais pas qui. En tout cas, moi je trouve Gunther ultra efficace là, au micro. Là. Il y a certaines personnes qui se plaignent de son micro. Moi, je le trouve hyper bon. Là. Je trouve qu'il élève vraiment tout le temps ses adversaires puis, de manière crédible. Puis son in-ring, ben, c'est sa force. Fait que, il me fait un peu penser. On verra, c'est vraiment différent là, comme style de personnage, mais il me fait un peu penser à Bryan Danielson quand il a commencé à devenir bon au micro là, avec le Team El No, où c'était comme le morceau qu'on critiquait souvent quand il était un peu plus indépendant au bas de carte. Et que du jour au lendemain, ça l'a changé, puis il est devenu excellent au micro. Puis Gunther, j'ai l'impression que on s'attendait tous qu'il soit pas si bon, puis depuis qu'il a la ceinture, il est excellent, le Gunther, là, au micro. Donc je sais pas si c'est la confiance de son règne intercontinental qui a fait que, écoute, je prends mes promos au sérieux maintenant, puis je suis légitime quand je parle. Mais il y a quelque chose qui s'est passé dans Le prix du galon, puis c'est bien parce que vu qu'il y a plus de temps de télé en temps de champion, si en plus il réussit à livrer en promo, tu sais, dans le personnage de l'Européen arrogant, supérieur à tout le monde, ça fonctionne toujours bien. Donc, props à lui qu'il ait réussi à upper sa game au niveau des promos au moment où on lui fait encore plus confiance puis qu'il doit livrer. Donc, puis dans le ring Gunther, c'est toujours efficace là, en plus. Puis tu sais, si on compare justement, parce que là, ça va être son adversaire, le règne de Priest, parce qu'on est à peu près au même temps, là, tu sais, on est à peu près dans le threshold du 3-4 mois des deux côtés. Vraiment le plus apprécié, le règne de Gunther, ce qu'il a fait avec la ceinture, ce qu'il a fait dans ses matchs, que Priest, que j'ai l'impression était un petit peu éparpillé. On était également pas certains. Il y avait certains pay-per-views qui étaient clairement le heel, certains pay-per-views qui étaient clairement le face. Ça a comme été complexe, alors que j'ai l'impression qu'il y a plus une ligne directrice claire avec le personnage de Gunther. Donc, toi, de ton côté, qui as-tu gagnant entre ces deux messieurs? Ben, tu sais, de monsieur, c'est Monsieur Gunther qui va garder sa ceinture. Damien Priest le sait très bien. Et c'est pour ça que je trouve que Damien Priest est encore plus à l'aise que lors de leur première feud. Tu vois que genre, il s'en va là pour être le challenger qui perd. Donc, il est un petit peu plus à l'aise au niveau des promos qu'il y a quelques mois. Puis, je trouve ça bien parce que sinon, c'est un copier-coller de la même histoire qu'on a eu. 3 mois. Mais là, ouais, non, Damien Priest qui a un peu plus le dessus. On n'a pas tant utilisé non plus le fait que Gunther a gagné à cause que Finn Balor a fait perdre Priest lors de SummerSlam. Il n'a pas eu tant de. Non, ils n'ont pas tant joué là-dessus, je pense. Et est-ce que ça va revenir dans ce match-là encore une fois? Est-ce que le Judgment Day reviendra écouter le match à Damien Priest et qu'on va encore continuer cette histoire-là? Moi, de mon côté, écoute, je pense que j'espérais, en fait, on avait eu une promo backstage entre Rhea et lui où Rhea lui donnait un peu la permission de partir sur ses propres ailes. Puis à ce moment-là, j'avais l'impression que c'était comme une manière de tourner le personnage et se concentrer sur autre chose que le Judgment Day. Mais depuis ce truc-là, on est revenu, on a tourné encore du côté du Judgment Day avec Dominic, avec Finn. Fait que, est-ce que ça va encore se continuer pour un autre 2-3 mois pour se rendre à Mania? Moi, je suis un petit peu tanné, personnellement. Je trouve que ça fait stagner le personnage de Damien Priest. Puis, du côté du Judgment Day, ben, j'aimerais ça les voir affronter d'autres clans, parce qu'il y en a plein de clans présentement à l'intérieur de la WWE. Puis on dirait qu'on est tout le temps dans la guerre intestine entre les différents membres à l'intérieur du clan. Fait que, écoute, ma crainte, c'est que le Judgment Day ait encore un impact quelconque sur ce match-là et qu'on ait un nouveau programme avec Dominique ou je sais pas qui là, à l'intérieur. Avec Finn, peut-être. Peut-être aussi, ramener un autre match avec Finn.
Justement, ils ont mentionné Damien Priest comme étant un de leurs problèmes. Tu sais. Fait que dans leur petit backstage area, là, leur caverne. Mais non, c'est ça. Fait que si on mentionne encore Damien Priest qui sont dérangés par, ça veut dire qu'ils tournent encore autour. Donc, c'est probablement le programme qui va suivre par la suite. Ouais. Écoute. Ben, on va voir. Parce que moi, j'ai l'impression que ça stagne un petit peu puis que les gens vont finir par se C'est ça. tanner de ça. Fait que, en tout cas, on va voir. Mais je vais y aller moi aussi du côté de Gunther pour un peu les mêmes raisons que tu as dit. J'ai l'impression qu'il. C'est ça. Si je compare les deux règnes, clairement, à SummerSlam, j'espérais. Puis j'étais pas mal confiant que Gunther allait défaire Priest. Puis à ce moment-ci, je suis comme. Non, ça ferait aucun sens que Gunther perde sa ceinture ici. C'est plus intéressant qu'on la laisse sur lui pour différents challengers. On a notamment mentionné Breaker un peu plus tôt. Mais il y a plein d'autres mondes qui seraient le fun que Gunther affronte. Éventuellement, Seth Rollins va devenir disponible avec un nouveau programme. Fait que c'est des matchs que je veux voir, ça. Puis on les a pas encore vus. Puis versus Priest, j'ai l'impression qu'on a plus vu tous les différents match-ups. Priest serait peut-être dû justement pour un petit dodo de quelques mois, permettre de refaire descendre un peu le personnage, sa poussière, puis revenir plus fort ou dans un angle différent pour vraiment le sortir puis faire une séparation entre son époque Judgment Day puis le prochain chapitre qui sera à écrire. Tout à fait. Oui, Gunther et Kaiser champions, puis on commencera avec eux lundi. Ça serait quelque chose, ça serait beau. Vous pouvez nous le dire, vous, qui vous pensez. Prochain match, et écoute, on va voir si ça va être le main event. Je sais pas, ça va être un peu complexe. Qu'est-ce qu'ils vont mettre en main event? Il y a des bonnes chances que ce soit lui, mais peut-être qu'on va être audacieux puis on va mettre un autre match plus peut-être Gunther, peut-être le champion, peut-être les madames également. Donc, c'est les messieurs, le Wargame des messieurs. Donc, l'histoire qu'on nous construit, vraiment, écoute, j'ai l'impression que je pourrais dire depuis 3 ans qu'on nous l'a construit, cette histoire-là, parce que c'est super intéressant. Fait qu'on ne pourra pas passer à travers tous les différents chapitres de la Bloodline. On vous expliquera pas 4 années de lutte. Exact. Mais au final, on a la OG Bloodline. Donc, la première version de la Bloodline qui comprend Roman Reigns, les Usos, Jimmy et Jay, Sami Zayn. Et là, un peu de manière surprenante pour plusieurs, et moi, je l'avais collé, mais CM Punk, qui est comme le membre de Paul Heyman, est comme le représentant de Paul Heyman, parce qu'évidemment, Paul Heyman ne fera pas de lutte. Fait que c'est comme un peu, tu sais, si mettons, on veut, la métaphore, c'est comme si c'était Paul Heyman, CM Punk. Fait que c'est vraiment la OG Bloodline qui est d'un côté, et de l'autre côté, mais c'est la nouvelle Bloodline, donc Solo Sikoa, qui a trahi l'ancienne, qui s'est entouré de Jacob Fatu, Tama Tonga, Tanga Loa, et eux aussi, de leur côté, ben, ils ont décidé d'amener quelqu'un qui n'a pas vraiment rapport, cependant, dans cette histoire-là. Pas vraiment de lien avec la Bloodline, à part le fait qu'ils l'ont recruté. Et c'est Bronson Reed. Donc, écoute, l'histoire super bien construite. À chaque semaine, on amenait différents éléments. Donc, Roman Reigns a dû regagner la confiance de tout le monde autour de lui. Et écoute, y a-tu vraiment regagné la confiance? Je suis pas certain, mais les gens sont revenus autour de lui pour la famille. Voilà. À part pour Jay, les autres gens sont un peu arrivés de facto. T'sais, Sami n'a pas eu ses vraies excuses. Jimmy était déjà là. Puis Paul, il est revenu parce qu'il l'aime, mais il n'y a pas eu d'excuses non plus du côté de Paul, du côté de tout ça, qui s'est fait un peu abandonner. Entre Paul Heyman et Roman Reigns, selon moi, parce que là, après WrestleMania, Roman Reigns a juste disparu. Paul Heyman essaie de l'appeler, il n'y a pas de nouvelles. Là, après ça, c'est le contraire. Là, Paul Heyman disparaît, Roman revient. Pendant quelques semaines, tu ne vois jamais de mention de Paul Heyman. Il n'essaie pas de l'appeler ou quoi que ce soit. Puis là, whoop, le numéro de téléphone n'était plus en service. La semaine d'après, il réapparaît. Fait que là, tu sais que Paul Heyman, il regarde SmackDown. C'est bizarre, tu sais. Mais non, je pense qu'il y a beaucoup de brèches qui viennent d'être créées qu'il va falloir que je suis convaincu qu'ils vont réussir là, à tout replacer. Là. Ben, moi, je pense que ça va même se faire à l'intérieur de ce match-là. D'après moi, que l'histoire sera racontée de cette manière-là. Puisque là, je vais quand même retourner un petit 2 ans en arrière. C'est 2 ans? Non. Oui, c'est 2 ans. Il y a 2 ans, et le temps passe vite,
on avait un Wargame avec la OG Bloodline à l'époque. Et qui avait réussi à enfin concrétiser sa place dans le Bloodline à ce moment-là? C'était Sami Zayn. Sami Zayn qui, au final, il se faisait un peu pointer du doigt par tous les autres membres en disant « T'es pas un vrai, t'es pas dans la vraie Bloodline. » Et Sami disait « Oui, oui, je suis avec vous autres, je suis avec vous autres. » Et le Wargame a permis à Sami de un peu trahir ses anciens amis, fait que Kevin Owens, tout ça, puis de donner la victoire sur un plateau d'argent à Roman Reigns. Est-ce qu'on aura pendant ce match-là un rappel un peu à cette histoire-là? Et moi, ma prédiction, c'est que Sami Zayn, d'après moi, va être dans la brèche et va peut-être concrétiser sa place, mais dans la nouvelle Bloodline, peut-être qu'il va offrir sur un plateau d'argent à Solo Sikoa la victoire au grand désarroi de Roman Reigns et de tout le reste de la OG Bloodline. Paul Heyman également et qu'un tantinet, j'ai hâte de voir. On va faire quoi avec lui? Je pense qu'il ferait du sens des deux côtés. Je pense que je le préférerais, moi, de le garder du côté de Roman Reigns. Je trouve que les deux ils ont vraiment une bonne chimie ensemble. Mais si on voudrait, mettons, amener Paul Heyman vers CM Punk, je trouve que ça serait vraiment une occasion intéressante. Fait qu'on est comme deux trahisons à l'intérieur du match, mais que ça soit pour deux raisons différentes. Donc, on envoie un Sami du côté de la nouvelle Bloodline et que CM Punk, il décide de viser un peu plus haut sur la carte et concrétise un heel turn quelconque avec Paul Heyman. Je pense qu'il manque aussi de top heel présentement du côté de SmackDown, surtout pour affronter Cody. On est dans un programme avec Kevin Owens, mais on s'entend Cody contre CM Punk avec un CM Punk heel. Ça pourrait vraiment être intéressant et ça pourrait être la manière de faire un turn clair. Et Paul Heyman, moi, heel ou face, je trouve qu'il est plus efficace heel, mais il est tout le temps le fun. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Tous les chemins sont ouverts. Je vous ai dit, moi, ce que je pense, mais il peut y avoir une histoire complètement différente qui arrive ou que tu as également, toi, Élie. Mais d'ailleurs, je te demandais, as-tu remarqué comment Paul Heyman était habillé lors de SmackDown? Il était habillé exactement comme Solo avec le chandail rouge puis le veston noir. Je pense que c'est voulu, mais à connaître Paul, je pense que c'est sa manière un peu de semi-troller. Je sais pas à quel point je pense que c'est un indice parce que c'est trop évident. Fait que j'ai l'impression que c'est plus une manière de troller de faire. Je verrais difficilement Paul Heyman se rallier à la nouvelle Bloodline, surtout de la manière qu'ils l'ont sorti. Donc, écoute, moi en fait, ce que je crois par rapport à ce match-là, c'est que la raison pourquoi ils ont rajouté des 5e membres, c'est pour peut-être qu'il n'y ait pas un finish clair entre les deux Bloodlines. Tu vois, on en a eu dans les derniers mois, là. On a eu Roman qui a piné Solo, on a eu Solo qui a piné Roman dans des matchs par équipe. Sauf qu'éventuellement, il va y avoir un match probablement Roman contre Solo. Je crois qu'on peut builder dans les prochains mois vers ça. Moi, il y a l'élément Seth Rollins dans ce match-là que je crois qui est important parce que je crois que ce match-là va être la réouverture de l'histoire entre Seth Rollins et CM Punk. OK. Ouais. Donc, je verrais Seth Rollins faire coûter le match à CM Punk. Mettons, est-ce que c'est sa cible et ou le fait qu'il coûte le match, c'est un dommage collatéral à lui qui vient s'attaquer à Reed? Ou tu penses qu'il vise CM? Très bon point. Très bon point, puis je pense que les deux options sont très bonnes parce que ce serait pas pire quand même qu'ils viennent faire perdre CM Punk en laissant Reed gagner, tu sais, puis que là, tu as vraiment un programme clair qui se build entre lui et CM Punk, puis il laisse Bronson Reed de côté. Je sais pas, il y a toujours le spectre du Rock qui tourne autour de cette histoire-là. On l'a pas revu depuis sa petite apparition à la fin de Bad Blood. Pendant Rock, mettons, c'est là, il va dans la vraie vie, mais Rock il est en grosse tournée. Pour moi, on en a 2 présentement. Est-ce qu'il va trouver le temps de faire un petit détour, une petite escale à Vancouver? C'est pas non plus dans central, là, Vancouver, c'est vraiment complètement d'un côté d'un pays. Fait que peut-être, c'est possible, mais il y a quand même, je pense que c'est pour ça que j'ai l'impression qu'on n'a pas trop mis d'emphase présentement. J'ai l'impression qu'il y a un horaire chargé en ce moment, Monsieur Rock. Mais en même temps, beaucoup des late night shows se passent sur la côte ouest.
Fait que, tu sais, s'il est déjà sa côte ouest puis qu'il fait les Jimmy Fallon, ces différents trucs-là, ben, c'est pas un gros détour tant que ça, Vancouver. On sait jamais. Moi, je crois qu'éventuellement, ça va, dans l'histoire, on va apprendre que The Rock tenait les ficelles en haut du solo, puis c'est lui qui a dit de devenir le Tribal Chief et tout ça. Mais quand est-ce que ça va arriver? C'est peut-être pas pour tout de suite. Mm-hmm. Ça dépend, bien sûr, comme tu dis, ça dépend de l'horaire de Monsieur Rock. Là. Il y avait des rumeurs comme quoi il serait peut-être même pas disponible pour WrestleMania. Fait qu'à quoi bon builder un programme s'il sera pas là? Puis d'ailleurs, il y a bien d'autres histoires intéressantes à builder pour Mania si jamais on n'a pas le Rock. Donc, ça serait pas trop une grosse perte. Bon, pour le match, je vois vraiment la nouvelle Bloodline gagner cette fois-ci. Et probablement que, on verra pas de Roman Reigns qui va se faire piner. Je pense pas que ce soit quelqu'un qui est dans les Bloodlines je pense vraiment que le pin va avoir lieu entre Bronson Reed et CM Punk, ouais. OK. Puis, toi, de ma théorie face à Sami Zayn, est-ce que tu crois que Sami restera fidèle ou qu'au contraire, va peut-être. Que tout ce qu'on a vu, mettons, dans le parking, le jasage, est-ce vraiment un double jeu que Sami joue depuis quelques. Ça serait pas fou. Ça serait vraiment bon. Moi, j'aime ça. Je pense pas nécessairement que ça va arriver, mais c'est très, 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 très possible. Totalement. Parfait. Puis moi, au niveau des autres des autres indices qui me laissent présager ça, autre que la petite conversation qu'on a eue entre Solo et Sami avant que Sami prenne le côté de Reign, il y a également les gilets. Hein, parce que Sami arrive pas avec un gilet OG Bloodline. Et je trouve que visuellement, ça clash un petit peu le fait que Sami arrive avec son Sami Uso plutôt que son gilet OG Bloodline. Donc, écoute, ça serait dans le fond une suite intéressante. Parce que je pense pas que Sami s'en irait contre Reign, mais ça pourrait permettre à partir un programme entre Jay, Jimmy et Sami. Et qu'on aurait en fait les effets inverses, parce qu'on a eu la première histoire racontée avec un Sami gentil. Et évidemment, Owens qui était gentil contre les Usos qui étaient méchants. Mais là, de renverser les rôles, que ce soit les Usos qui soient les gentils et Sami qui est le méchant, pourrait être un programme qui est intéressant en vue de WrestleMania. Et Sami, on dirait depuis que le feu a pogné dans son intégration avec le Bloodline, on se souvient pas, mais il est quand même un heel un peu efficace, mange-marde, tu sais, Sami Zayn, quand il est heel. Il est très... pas comment dire, il est très opportuniste, là, tu sais. Il a comme un peu l'aura d'un Edge, là, quand il se la joue heel, en disant, ben non, c'est ça, je suis bon, mais tu sais, il gagne tout le temps de manière un peu louche. Fait que de nous ramener ça, à peu près 3-4 ans après la dernière fois qu'on l'a vu, un Sami Zayn heel, ça pourrait donner un souffle à Sami Zayn. Et qui sait si jamais là on est vraiment plus loin au bout de la ligne, mais peut-être c'est de cette manière-là qu'il va se rendre à la ceinture pour la première fois. Et non pas de la manière gentille. Fait que, écoute, à voir. C'est quand même audacieux s'il décide de le tourner parce que. C'est quand même audacieux, Très mais bon comme babyface. Là. Ça serait très bien justifié. Là. Il serait capable de nous expliquer exactement pourquoi il a pas. Pourquoi il a turn justement sur Roman Reigns, puis nous ramener toute l'histoire. D'il y a 2 ans. Puis écoute, c'est sûr que dans cette histoire-là, en ce moment, Roman Reigns a beaucoup de comptes à rendre. Puis c'est bien beau de dire on est tous égaux, là, mais vous êtes tout le temps en train de le suivre. Puis vous pointez à Raw, puis lui, tout le temps à SmackDown. C'est tout le temps comme il faut que vendredi. Les dernières semaines, ça a été la même chose à chaque semaine. C'était vendredi à SmackDown, il faudrait que tu sois là pour voir Roman Reigns. Vendredi à SmackDown, il faudrait que tu sois là pour voir Roman Reigns. Comme ça tourne, puis il s'est pas excusé. Sami, la seule affaire qu'il a demandé, c'est de s'excuser. Il l'a pas fait. Fait qu'il aurait très bien raison de tourner. Car il y a plein de brèches dans cette histoire-là, puis c'est très bon. Exact. Puis tu sais quoi? Ça ferait du sens aussi, parce que on pourrait reformer Kevin Owens, Sami Zayn, mais du côté des méchants. Parce que les deux auraient les mêmes raisons d'haïr la personne qui haïsse. Exact. Donc, écoute, moi c'est pour ça, je trouve qu'il y a beaucoup d'éléments qui pourraient faire que ça ferait du sens. Évidemment, peut-être que Sami reste loyal, puis c'est un peu le même truc qu'on fait, puis on poursuit cette histoire-là.
Puis l'arrivée de CM Punk vient également brouiller les cartes. Fait que, écoute, encore une fois, l'histoire du Bloodline, on le répète, mais à chaque pay-per-view, même si on dirait qu'on sait où ça s'en va long terme, comme tu dis, The Rock est probablement dans le portrait éventuellement, dans l'immédiat, quand on arrive au match, tout est dans le flou, on ne sait pas quel chemin ils vont prendre pour se rendre à l'éventualité où The Rock revient et est peut-être opposé à Roman Reigns. Et ça, c'est ça que j'apprécie beaucoup et que et qu'on... En tout cas, moi, je le reconnais beaucoup, la force d'écriture de la WWE face à ça. Et des fois, les gens sont trop rapides à encenser Tony Khan quand il n'y a pas la finesse de même si on sait où ça s'en va les choses, de nous rendre ça intéressant pendant qu'on est dedans. Et Paul Lévesque, tabarouette, avec l'histoire du Bloodline, le fait constamment, show après show, pay-per-view après pay-per-view. On ne sait pas où ça s'en va, cette histoire-là. Puis il réussit à nous surprendre à chaque occasion. Bien hâte de voir ça. Vous pouvez nous le dire dans les commentaires et dans le questionnaire. Il y a comme 1000 possibilités. Fait que probablement que la moitié des questions qu'il y aura, ils se réaliseront pas parce qu'il y a tellement... On peut pas toutes les choisir, là, ces chemins-là. Faut qu'il faut que bon, un chemin qui va être pris. Un chemin qui va être pris, mais de la manière qu'on met ça avant puis qu'on nous met différentes possibilités, c'est ça. T'sais, on n'arrive pas juste à un embranchement de 2 chemins. Là. On arrive à un embranchement puis il y en a 6 chemins possibles, lesquels on va prendre, on va choisir. Bien hâte de... Dites-nous dans les commentaires qu'est-ce que vous avez comme idée. Gardez-vous, là. Sûrement faire du fantasy booking, c'est une partie d'être un bon fan, d'être fan de lutte, le fait de se dire ah oui, je pense qu'il va arriver ça, il va arriver ça, puis nous permettre de, pour faire du bon fantasy booking, mais il faut qu'il y ait un point de départ qui est intéressant. Puis on a un bon point de départ en ce moment qu'on pourrait comme écrire 6 mois de lutte selon comment ça va se concrétiser présentement le Wargame. Donc bien hâte de voir ce qui va se passer. Qu'est-ce qui va arriver dans ce match-là? Dites-nous-le. Et ça complète ce preview, prédiction pour Survivor Series Wargame. Un gros merci, Élie, d'avoir été avec plaisir. Nous encore une fois pour nous partager ce qui se passe dans ta tête. Et nous, on va se revoir pour un review, prochain épisode, le review. Et Pierre fera son retour. Oh, Pierre. Est-ce qu'il fera comme The Rock? Survivor Series, va-t-il avoir un grand retour également? On ne sait pas, mais Pierre va nous faire un review du Survivor Series Wargame. Donc, ça va être le fun de le revoir. Prochain épisode, ça va être ça. Il risque de sortir, écoute, comme je dis, le travail est intense en ce moment, j'essaie de le sortir le plus rapidement, le plus collé possible, mais le possible est vraiment le mot-clé dans cette phrase-là, parce que c'est ça. Il y a beaucoup de choses dans ma vie présentement. Fait que le mieux, le plus tôt le mieux, mais on va quand même rester dans le possible. Là. Maintenant, il faut que je dorme dans la vie. Fait que ça va être ça. Et gros merci. Quelque chose à plugger sinon, Élie, en fin de... Ben non. Bon Survivor Series à tout le monde. Bien hâte de vous revoir éventuellement. Yes, c'était Max Perriard ainsi que Elisabeth Picard. Pour les sommeliers sommelières de la lutte. Ciao, ciao tout le monde. Abonne-toi, oh abonne-toi. Les sommeliers, c'est l'endroit pour la lutte et ses moments forts. 2 fois semaine, c'est notre accord.